Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 10e Finary Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean de la Roche-Brochard. Salut Jean. Salut Mounir. Jean, le titre du talk est un peu provocateur, s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain. Mais je me souviens avoir lu ton livre il y a quelques années et j'avais trouvé ça vraiment hyper marquant parce que on sentait que tu avais réfléchi l'organisation de ta vie et surtout la création d'un équilibre pro-perso satisfaisant tout en fonctionnant à haute performance. Donc je trouvais ça assez incroyable. Donc on va avoir la chance de comprendre ton système aujourd'hui. Peut-être qu'il a évolué aussi depuis que tu as écrit le livre. Donc on a hâte d'enchaîner sur ça. Avant de commencer, on va parler de Finary. Qu'est-ce que c'est Finary? Eh bien, c'est une boîte qui a levé 2,1 millions d'euros en 21 minutes. Donc, c'est un record français et européen que beaucoup d'entre vous ont aidé à pulvériser. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. C'était une opération incroyable. On ne s'attendait absolument pas à ça. Il y a eu 24 nationalités qui ont participé, quasiment 1000 investisseurs. Vous pouvez suivre maintenant votre investissement Finary sur Finary. C'est peut-être ça le vrai métaverse, c'est de pouvoir aller dans cette couche d'abstraction-là. En tout cas, on est hyper content. L'opération va bientôt se boucler parce que, et les gens connaissent la thématique encore mieux que moi, les opérations comme ça sont assez longues. Donc, il y a un temps de bouclage. Donc, les fonds vont être encaissés à début mai. Et ensuite, eh bien, vous recevrez vos certificats d'actionnaire, vous recevrez vos cadeaux. On reviendra vers vous aussi pour ceux qui sont invités aux événements. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Et pour ceux qui n'ont pas pu participer, on veut réitérer l'opération dès que possible. Alors, on ne va pas le faire tous les jours parce que c'est quand même un peu fatigant et qu'on aimerait bien construire un beau produit pour vous. Mais on a vocation à le refaire dès que ça sera logique. Et c'est quelque chose qu'on pense qui se démocratisera. D'ailleurs, il y a Conto qui a fait son opération, je crois, hier avec beaucoup de succès. Et il y a beaucoup de belles boîtes qui arrivent. Il y en a certainement dans ton portefeuille, gens qui préparent ça. Il y a une vraie vague qui se lance et on est content que Finary soit la première boîte en France à avoir fait une opération de cette envergure. Qu'est-ce qui s'est passé sur Finary? Puisque Finary, c'est un produit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application pour suivre son patrimoine, c'est aussi un site web. Trois nouvelles choses, principalement. Si on part de la gauche, on a synthétisé vos comptes. Donc maintenant, c'est beaucoup plus lisible. On ne vous affiche plus tous les actifs qu'il y a dans votre compte. On vous affiche simplement le nom du compte, sa valeur et le nombre d'actifs qu'il contient, et aussi une information sur le fait qu'il soit synchronisé ou non. Donc, s'il est synchronisé, il y a une petite coche verte. On vous affiche aussi la plus-value si on la connaît. Et après, si vous allez à l'intérieur du compte, donc ça, c'est le deuxième écran au milieu, on va vous afficher les informations, donc votre performance par actif, mais on va aussi vous afficher le prix actuel de l'actif. Donc, typiquement, dans ce cas-là, le Bitcoin, maintenant, vous avez le prix actuel du Bitcoin, le cours actuel, mais vous avez aussi votre perf. Donc, plus de détails. D'ailleurs, on est en train de transitionner vers un modèle de quasi temps réel. Donc, vous allez avoir de plus en plus de mises à jour de vos prix, surtout sur les actifs qui sont très liquides. Et enfin, la troisième chose, c'est que maintenant, dans l'application et sur le site web, d'ailleurs, vous avez une page où vous pouvez voir tous les comptes synchronisés, surtout les gérer, puisqu'il y a des comptes qui se déconnectent, il y a des comptes où il faut faire une authentification forte. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les 90 jours. C'est une très belle régulation européenne que les banques nous imposent, mais c'est comme ça. En tout cas, ça se passe maintenant dans cette partie de l'app. Et donc, c'est isolé. Vous pouvez vraiment aller traiter, voir ce qui est connecté, aussi voir la dernière date de synchronisation. Et là, on ne le voit pas, mais vous pouvez même voir le détail des comptes. Donc, si je prends l'exemple du Crédit Agricole, là, le premier dans la liste, vous pourrez voir qu'il y a un PEA, il y a un compte titre, il y a le compte de ma femme et il y a le mien. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé ce mois-ci, les dernières semaines. Ce qui arrive, il y a beaucoup de belles choses. Il y a des choses exclusives qui arrivent. Il y a notamment des nouvelles intégrations. Parmi les plus demandées, je pense, il y a Swissborg qui est dans les cartons. Il y a Crypto.com qui est dans les cartons. Et il y a les banques suisses. Donc, à tous nos amis frontaliers, tous nos amis suisses et à tous ceux qui ont un compte en Suisse, parce que ce n'est pas interdit, dites-vous que ce sera bientôt possible de le suivre. Sur Finary, on sera les premiers au monde à avoir cette couverture aussi exhaustive. Et d'ailleurs, en connectant les banques suisses, on a connecté des nouveaux pays. Donc, il y a des nouvelles choses dont vous allez tous profiter. Je pense notamment à Trading 212 qui va arriver par la suite. Donc, plein de nouvelles choses. Et si vous regardez à droite, il y a le mode famille qui se prépare aussi. Et on dit aussi qu'il y a le parrainage qui est dans les tuyaux. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver. Comme d'habitude, si vous voulez être les premiers informés, évidemment, vous vous inscrivez sur Finary, mais aussi vous allez sur la communauté, puisque c'est là qu'on va notamment permettre aux membres de tester Swissborg et Crypto.com et les banques suisses en avant-première. Donc, allez sur la communauté. L'inscription est évidemment gratuite. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Et après,
on fera des sujets pour vous inviter à venir tester de nouvelles choses, à venir donner votre avis sur le produit. On co-construit ce produit avec vous. Je pense que c'est l'exemple de… Jean, tu as dû voir beaucoup de produits qui ont vraiment pris cette décision de construire, de co-construire avec leur communauté d'utilisateurs. C'est la clé. Nous, on croit que c'est la seule façon de faire un produit qui va changer le monde. Et donc, la communauté, c'est le lieu d'échange privilégié pour les utilisateurs de Finari. Si vous n'avez pas l'application, je vous invite à scanner l'un de ces deux QR codes en fonction de votre téléphone. L'application est évidemment gratuite. On est aussi disponible sur web, mais aujourd'hui, la grosse partie de nos efforts va sur l'application parce que c'est là qu'on voit les usages les plus forts. C'est normal. Tout le monde veut consulter son patrimoine partout où il est. Jean, à New York, quand il est dans la rue, il a peut-être envie de savoir où il en est. Eh bien, ça va se passer sur l'application. Le web continue d'évoluer. Avant d'aller faire des courses. Voilà, exactement. Entre deux rayons, pourquoi pas. Si vous êtes déjà utilisateur, rédigez un avis. Et ça, je le répète souvent, mais c'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, on discutait avec Apple de ce qui comptait pour une belle application, ce qui était important pour qu'elle soit mise en avant. Les avis, c'est la clé. Aujourd'hui, on a la chance d'être super bien noté, mais on aimerait bien aller encore plus haut. Donc, si ce n'est pas encore fait, rédigez un avis, ça prend 2 minutes et on sera éternellement reconnaissant. Et enfin, la communauté, on en a parlé tout à l'heure, mais la communauté, on ne parle pas que de Finari, on parle de plein de choses. On a parlé, par exemple, de l'investissement en soi, ça tombe bien aujourd'hui, Jean, on va couvrir ça en détail. On a aussi parlé de l'investissement dans Conto. Donc, vous avez donné votre avis. Je crois qu'il y a certains membres qui ont investi, d'autres non. Donc, il y a eu des débats hyper intéressants. C'est des débats en bonne intelligence entre des investisseurs qui n'ont rien à se vendre, qui veulent simplement partager de la connaissance. Et ça, c'est génial. Et enfin, il y avait des utilisateurs qui ont pu tester en avant-première le mode famille, qui est quelque chose qui est assez intéressant, puisque vous allez pouvoir voir votre patrimoine, mais aussi celui de votre foyer, celui de votre femme va pouvoir voir le sien, etc. Donc, on va vraiment redécouper votre patrimoine grâce à ce mode-là, et ça, on le teste activement. Donc, tout ça, ça se passe sur la communauté. Et enfin, YouTube. On a une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez retrouver ce talk. D'ailleurs, si vous nous regardez sur YouTube, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications dès que le prochain sort. Mais sur YouTube, on poste non seulement les replays, mais aussi les stories d'utilisateurs, les tutos, et on poste aussi les coulisses de Finari. Donc, plein de choses à suivre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et c'est très simple à trouver. Voilà, Jean, on va enlever les slides. Et on va parler de toi. Donc, qui es-tu, Jean? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Jean de Laroche-Brochard et je bosse avec Xavinel depuis maintenant 7 ans, depuis 2015, sur une partie de ses investissements startup, avec Kima Ventures, qu'il a créé en 2010 et sur lequel on a fait au total plus de 1000 investissements. Et là, on investit environ entre 100 et 150 startups par an, des tickets entre 100 et 150 000 euros ou dollars. Entrepreneurs francophones de la tech partout dans le monde. Et après, on a sa holding perso et New Wave, qui sont des fonds avec lesquels on investit des tickets plutôt entre 1 et 5 millions d'euros. Et là, dans des boîtes qui sont à peu près au même stade que Kima, mais sur lequel, dès le démarrage, on se dit waouh, ça peut être énorme. Et donc, avec notre conviction et l'appétence et le temps qu'on passe avec les founders, on se décide de se mouiller un peu plus. Et ça, on fait ça 7 à 10 fois par an à peu près. Trop bien. Donc là, comment on devient l'homme de confiance de Xavier Niel? Tu as envoyé un CV à qui? C'est quoi le chemin de carrière qui mène à ça? Écoute, il faut avoir de la chance dans la vie. Moi, je suis très tardif. J'ai commencé à bosser vraiment quand j'avais 25 ans, en envoyant mon CV après un master en management stratégique international à la Sorbonne. Bref, sans commentaire. J'ai envoyé mon CV à 150 boîtes de finance. J'en ai une qui m'a reçu en entretien et qui m'a offert un stage. Donc, j'ai fait ce stage. Et c'était 2008, au moment de la crise des subprimes. Et du coup, ça s'est pas très, très bien passé dans cette boîte-là, dont le métier, c'était de faire des introductions en bourse. Et du coup, ils ont pivoté sur la levée de fonds. Et donc, ils accompagnaient des entrepreneurs de la tech pour lever de l'argent. Et donc, moi, j'ai fait ça avec eux pendant 1 an et demi. Puis après, j'ai monté ma boîte de conseil pour faire ça avec un collègue qui était plus dans cette boîte-là, avec qui je m'entendais bien. Et on a fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai rejoint un garçon qui s'appelle Pascal Mercier, avec qui j'ai bossé pendant 2 ans là-dessus. Et puis 2013, en fait, je voulais plus être du côté sell side, c'est-à-dire accompagner les boîtes pour lever de l'argent. Je voulais être du côté investisseur,
c'est-à-dire côté investir de l'argent dans ces boîtes-là. Et à la même époque, en 2013, il y avait Jérémy Bérébi qui était en charge de Kima Ventures et qui était en train de recruter 2 analystes. Et donc j'avais vu passer les offres. Alors moi malheureusement, j'étais plus dans la case où je pouvais me permettre d'avoir de prendre ce poste-là, mais je me disais putain, lui il a vraiment un job incroyable. Et je me disais que j'aurais jamais ce job, tu vois. Et en fait, j'avais postulé à l'époque dans tous les fonds d'investissement de la place. Enfin, tous ceux que je connaissais bien, en fait. Et ils m'ont tous recalé. Et du coup, le rebond que j'ai pris avant de rejoindre Kima, c'était de rejoindre The Family au tout Mm. démarrage. C'était 2013, c'était le tout début. C'était cool. Donc, j'ai fait ça 2013, 2014. Début 2015, je fais la connaissance de Xavier en lui envoyant quelques deals par email, en fait. Cold email. Le premier étant Capitaine Train. Mm. Et C'est bien. donc voilà, tu vois, tout nous rapproche. En fait, la vraie histoire, c'est quoi? C'est que Jean-Daniel, je l'avais aidé à lever de l'argent au Daniel, c'est le départ. fondateur de Capitaine Train. Pardon, excusez-moi, oui, je parle comme si tout le monde savait qui était Jean-Daniel. Donc Jean-Daniel Guillot, à qui il faut que je réponde, parce qu'il m'a fait un WhatsApp ce matin et je réponds pas, parce qu'en ce moment je réponds à personne, vu qu'on a beaucoup de rendez-vous, mais il faut absolument que je réponde. Ils ont créé un super pack startup avec Margot. Donc, Ouais. voilà. Ouais. Et du coup, pardon, je recommence. On a levé de l'argent pour Capitaine Train en 2011. On a refait le même coup en 2013. Et 2014, Jean-Daniel me dit je vais lever un nouveau tour de financement. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit de passer par un leveur de fonds à l'époque. Ses investisseurs lui ont dit pas besoin. Et en fait, sa levée a commencé à s'embourber un petit peu. Et en fait, en juillet 2014, il me dit Jean, dans 3 mois, j'ai plus de cash. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et on a retravaillé le deck ensemble, je me rappellerai un matin, et j'ai commencé à regarder à qui je pouvais l'introduire. Et je lui ai fait l'intro à Alven, qui a fini par l'idée son Ouais. tour de financement. Jérémy, non? Et Jérémy Usan, je crois. exactement, Jérémy Usan. Et puis j'ai fait un call d'email à Xavier. Donc j'ai écrit à Xavier en disant on se connaît pas, on s'est croisé une demi-fois à The Family, mais en gros j'ai cette boîte, c'est Capitaine Train, moi je pense qu'elle est ouf, les investisseurs y croient pas, est-ce que tu y crois? Et il a mis un ticket dans le Capitaine Train. Et au même moment, Jérémy Bérébi, lui, était en train de quitter Kima. Et donc, j'ai continué à envoyer des deals en direct à Xavier jusqu'à ce qu'il propose qu'on se rencontre début 2015. Et septembre 2015, 1er septembre 2015, c'était mon premier jour chez Kima. Voilà. Génial. C'est dingue. Et Xavier, d'ailleurs, je pense qu'il fonctionne beaucoup à l'instinct sur ses profils, puisqu'il a embauché un ancien collègue qui s'appelle Benedetto, que tu connais peut-être, que je salue. Bah, je lui ai fait l'intro à Benedetto. Voilà, donc c'est incroyable parce que Benedetto est devenu 2 heures. le PDG d'Iliad Italie. Et aujourd'hui, Iliad est à 10%, enfin, je sais plus quoi, 10% du marché. C'est une boîte qui a des millions d'utilisateurs et Benedetto ne connaissait rien aux télécoms. Et il était assis en face de moi et aujourd'hui, ce gars qui est un génie, eh bien, dirige Iliad. Donc voilà, Xavier a quand même un nez incroyable pour dénicher ces gens-là et ça, c'est fort. D'ailleurs, si c'est toi Et qui surtout, ça s'est fait en trouves 2 quelqu'un. heures. Et tu vois, en fait, on était à Station OF, en train de boire un chocolat chaud avec Xavier. Et Xavier me dit, putain, je cherche un mec pour l'Italie et tout. Et là, 3 jours après, j'avais rendez-vous avec Benedetto. Parce que Jean-Daniel m'avait fait l'intro. À l'époque, Benedetto voulait monter sa boîte. Et je lui dis, écoute, j'ai ce mec-là, il s'appelle Benedetto. Si Jean-Daniel l'a recruté, c'est qu'il est pas con, hein, tu vois. Parce que Jean-Daniel, généralement, il se foire pas sur les recrutements. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fait un swap. Je te file le rendez-vous avec Benedetto. Et puis, écoute, pour sa startup, ça attendra, quoi. Et du coup, je fais un message à Benedetto en lui disant, Pression. Tu vas rencontrer Xavier. est-ce que tu veux, ça te dérange pas de rencontrer Xavier à la place de, tu vois. Et donc, 2 heures après, Xavier dit, bon, bah, du coup, est-ce que tu veux le job, quoi? Non. Et voilà, et le reste, c'est l'histoire ancienne. Le reste, c'est l'histoire. Trop bien. Donc, donc, ça a quand même mis du temps à se décanter, mais là, aujourd'hui, tu fais un métier qui est, enfin, je sais pas, il y a peu de gens qui ont la liberté que tu as. Et du coup, ça nous emmène au sujet du jour qui est le système. Et donc, enfin, l'organisation, l'équipe pro-perso. Est-ce qu'il y a un système 2LR? Enfin, 2LR, d'ailleurs, c'est ton surnom, c'est ton nickname, ou c'est ton handle Twitter. Donc, est-ce qu'il y a un système 2LR? Oui, il y a un système de LR, mais en fait, avant de venir au système, il faut se rendre compte de la chance que j'ai. Moi, j'ai un job dans lequel, en fait, contrairement aux entrepreneurs que je finance, j'ai pas d'équipe à gérer. Les gens avec qui je bosse sont tous des gens autonomes. Alexis, Jeanne, chez Kima, ils sont autonomes, ils font les Salut deals qu'ils Alexis, d'ailleurs. veulent, ils gèrent. C'est grâce à Alexis qu'on a fait C'est Finari. grâce à Hein. Alexis. Il est bon de le signaler. Ok. Euh,
Et chez New Wave, il y a Pia et moi, et on est très autonome aussi. Donc, moi, je suis dans un fonctionnement qui est très autonome. Donc, j'ai une liberté qui est totale. Et quand tu as une liberté totale, entre guillemets, je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de te foirer, mais tu n'as pas l'excuse de dire oh, j'étais trop occupé, ou oh, on m'a mis une réunion que je n'avais pas envie, ou oh, je ne sais pas quoi. En fait, tu es hyper libre de ton temps. Quand tu es hyper libre de ton temps, la moindre des choses que tu peux faire, c'est essayer de bien t'organiser. Et en fait, moi, j'ai une névrose, enfin, on a tous nos névroses, hein, mais l'une des miennes, c'est une défiance très forte à l'autorité. Du coup, dès lors que quelque chose a de l'autorité sur moi, je suis en mode défense immédiatement. Et quand je suis arrivé chez Kima, bon, j'avais le job de mes rêves, j'étais trop content. Je débarque, et tout d'un coup, tu as plein de meilleurs amis qui t'appellent, quoi. Tu vois, ah, est-ce que tu veux passer une heure à déjeuner là, une heure à déjeuner par-ci? Est-ce que tu peux me donner une heure pour que je te parle de ma startup et tout? Et en fait, tu te retrouves avec les emails qui s'accumulent, les meetings qui s'accumulent, les deals qu'il faut faire, et en fait, tu t'en sors plus, quoi. C'est horrible. Et tout d'un coup, l'agenda avait l'autorité sur moi. Euh, et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à faire Donc, moi, je suis très cartésien, très rationnel, très synthétique. Donc, j'ai pris le problème de face. J'ai regardé quels étaient les plus gros, les goulots d'étranglement dans l'ordre le plus fort jusqu'au plus petit. Et puis, je les ai adressés un par un, quoi. Donc, premier goulot d'étranglement, j'ai tellement de meetings que j'ai pas le temps de faire des emails. Bon, bah, du coup, je fais sauter les meetings le matin. Pourquoi le matin? Parce que c'est là que je suis plus efficace. Deuxième goulot d'étranglement, mes meetings durent une heure, alors qu'en fait, une heure, c'est énorme. Et pourquoi est-ce que ça dure une heure? Juste parce que par défaut, les rendez-vous dans les agendas durent une heure. Mais en réalité, avec un entrepreneur, en d'une demi-heure, tu fais très vite le tour. Et même pour cet entrepreneur-là, surtout quand il va se palucher 40 ou 50 rendez-vous avec des investisseurs, vaut mieux qu'il y passe 20 heures que 40 heures, hein. Donc, du coup, j'ai passé mes rendez-vous à 30 minutes. Puis après, je me suis rendu compte que les déjeuners, ça prenait vachement de temps et que c'était pas là où on était le plus productif. Du coup, j'ai killé les deux tiers de mes déjeuners. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de réfléchir au sujet que je regardais. Du coup, j'ai arrêté mes meetings à partir de 17h30. Après, je me suis rendu compte que souvent, milieu de semaine ou fin de semaine, les emails commençaient à s'accumuler un peu trop fort. Du coup, j'ai mis en place Inbox Zero, mercredi soir, dimanche soir. D'ailleurs, plus dimanche soir maintenant que mercredi soir. Ouais, Etc., Inbox Zero, etc. pardon. Alors, Inbox Zero, c'est juste. Donc, moi, je reçois à peu près 300 emails par jour environ. Beaucoup d'entrepreneurs, des sollicitations. Et l'Inbox Zero, c'est avoir répondu à tout le monde dans un temps donné, quoi. Donc, mon objectif, c'est d'avoir répondu à tout le monde d'ici la fin de semaine. Donc là, quand je suis en voyage comme ça, où on fait San Francisco, New York, il y a beaucoup de rendez-vous et tout, Voilà, ça s'accumule. j'ai- ça s'accumule. J'ai ce qu'on appelle un backlog. Donc, en fait, Mm. j'ai là, à l'heure où je te parle, j'ai ces 50 emails auxquels il faut que je réponde et qui sont un peu bloqués et auxquels je vais répondre demain à l'aéroport avant de prendre mon avion ou samedi matin ou en arrivant samedi matin à l'aéroport, quoi. Mais le but, c'est quand même de pouvoir répondre. D'abord, c'est de répondre à tout le monde systématiquement, même si c'est des réponses rapides et même si c'est des réponses négatives. D'ailleurs, un truc incroyable, c'est que un non bien dit, c'est un non vite dit. Parce qu'en fait, plus tu traînes, Ouais, plus c'est le nom que horrible. tu envoies, il est merdique, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est clair. c'est comme les gens qui disent ah peut-être, je sais pas, oui, et qui font pas les choses. Vaut mieux dire non, comme ça, tu es réglé. Puis ça a deux impacts. Le premier, c'est que comme les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non rapidement ou qu'on leur dise non franchement, en fait, ils apprécient beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as dit non, le truc est derrière toi. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu laisses traîner les sujets, et ben en réalité, ces sujets-là, ils t'encombrent vachement l'esprit. Et c'est pas bon pour le reste de ton boulot et le reste de ce que tu as à faire. Donc il faut mettre les choses derrière soi. Et moi, je mets les choses derrière moi le plus vite possible et le mieux possible pour me concentrer sur ce qui est important. Et parfois, tu as des ratés, tu vois. Donc, il y a des meetings que tu vas pas faire ou des gens avec qui tu vas dire non et tu vas te foirer. Mais de toute manière, même quand je dis oui, je me foire. Donc, tu sais, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Mon métier, c'est pas d'avoir raison, c'est plus d'avoir tort que d'avoir raison. Donc voilà. Donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et je me suis même rendu compte après que cette routine appliquée le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi fonctionnait pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que le mercredi, j'ai fait table rase de mon agenda. Et le mercredi, je gère des urgences, je gère des trucs, je gère des choses au dernier moment. Et en fait, je suis jamais à 100% bloqué sur mon agenda. Je suis toujours à 70-80%, de façon à avoir le temps de gérer les choses de dernière minute et puis de ne pas me sentir complètement en train de courir derrière les choses. Parce que sinon, si tu passes ton temps à courir derrière ce que tu as à faire, bah, tu es plus efficace, en fait, tu es plus bon. Et moi, quand je fais un rendez-vous avec un entrepreneur, de toute manière, 9 fois sur 10, je vais lui dire non. Donc, si le rendez-vous est mauvais et que je lui dis non,
la probabilité que cette personne-là parle de moi à un entrepreneur demain, et elle est faible. Alors que si je lui dis non, mais qu'au moins j'ai pu apporter un feedback intéressant, une remarque et que j'étais dans le rendez-vous, bah, ça laissera une impression qui fera que j'espère que l'entrepreneur me parlera de moi à ses petits copains entrepreneurs un autre jour. Et on a le cas avec une boîte qu'on vient de faire là, qui m'a été envoyée par Pierre de Libéo. Hum. Libéo, c'est un Dans le deal même qu'on n'a pas bâtiment que fait. nous d'ailleurs, hein, pour Tu info. vois? Mais Pierre, on se connaît pas beaucoup, on s'est vu deux, trois fois, mais c'est un mec que j'aime beaucoup. On n'a pas fait son deal, mais tu vois, il m'a envoyé un deal qu'on vient de faire, qui est extraordinaire. Et ça, j'espère que c'est parce que on n'avait pas fait une trop mauvaise impression quand on s'est vu la première fois. Hyper Et ça, c'est important. important. Ouais. Hyper important. Et d'ailleurs, enfin, est-ce que tu as une famille, genre, est-ce que tu as des enfants? Ah, j'ai une toute petite famille. J'ai trois enfants quand même. J'ai une femme et trois enfants. Les enfants, c'est deux garçons et une fille qui ont 11 ans et demi, 9 ans et demi et 8 ans. Donc Et ça y est, ils comment? commencent à être grands. Ouais. Ouais, enfin, tu t'en occupes, enfin, c'est encore, c'est un deuxième boulot à plein temps. Comment tu conjugues ça avec là, typiquement avec ton quotidien de faire 100, 150 deals par an et New Wave et plein d'autres trucs à côté et faire des Finari Talks. Écoute, d'abord, il y a un piège là-dedans, c'est que c'est pas parfait. Tu vois, tu vois, je vois de temps en temps des talks ou des gens où tu as Ouais. des mecs qui te disent ouais, moi vraiment, j'essaie d'être un bon papa, d'être là à tel moment, à tel ceci, à tel cela, mais il y a être là, il y a être là. De temps en temps, je vais terminer ma journée à 19h, je vais arriver à dîner. En fait, je vais avoir la tête ailleurs pendant une demi-heure parce que j'ai un truc qui est en cours et tout, et le temps de redescendre en pression, je mets un peu de temps. Et c'est assez difficile parce que moi, comme j'habite à Aix-en-Provence la moitié du temps, donc je bosse de la maison, donc je suis souvent là. Et en fait, quand tu es là, bah, tu as l'impression que être là suffit. Mais en réalité, être là suffit pas. Ce qu'il faut, c'est dédier du temps aux enfants. Donc moi, j'en dédie pas beaucoup en valeur absolue. Mais j'essaye de dédier des bons moments, tu vois. Donc, faire un puissance 4, jouer à la bataille navale, lire une histoire, faire, faire un truc de soudure avec mon deuxième, tu vois, parler des créations Minecraft de mon aîné, ou je ne sais quoi. Donc, le but, c'est pas de passer beaucoup de temps, mais c'est de passer du bon temps. Et ensuite, j'ai la chance que euh, pour moi, je suis assez impatient par nature. Et les gosses, ça demande une patience, mais c'est chaud, quoi. Tu vois, faut être accroché. Donc moi, je suis assez impatient par nature et donc c'est un travail sur moi, tu vois, d'écouter un enfant qui a te parlé des trucs qui le passionnent et qui, toi, ne faut pas nécessairement te passionner tout de suite. Il faut pas se le cacher. Bah, c'est un effort, quoi. Il faut le faire. Donc voilà. Et ensuite, tu as des petits moments privilégiés. Moi, j'accompagne mon fils aîné le matin, tu vois, deux, trois fois par semaine. Bah, on passe une demi-heure dans la voiture. Alors, parfois, c'est des moments qui sont silencieux où on se dit pas grand-chose, et parfois, on va se parler pendant une demi-heure. Il va me raconter des choses. Le samedi matin, j'ai emmené ma fille monter à cheval. Pareil, c'est un moment, elle va me raconter sa vie et c'est cool. Et le fait que j'emmène, elle est contente, tu vois. Donc, c'est des petits moments comme ça. Et ensuite, moi, ma femme, c'est la, c'est l'architecte de notre vie de famille. C'est elle qui fait que nos entrepreneurs. Ça y est, c'est pas en couille, t'as vu? Nos 36 entrepreneurs. Voilà. Mais Non, c'est ça qui fait que nos enfants ont un équilibre qui est très bien balancé entre l'école, les activités, les instruments de musique, les langues, etc., etc., quoi. Et puis après, on a des rituels. Par exemple, on a un truc qui est le Tacos Tuesday, c'est tous les mardis, on se fait des burritos, et tu vois, les burritos, c'est marrant. Tu fais ça, tu coupes tes tomates, tu fais ton riz, tu as tes tortillas, chacun les fait, et c'est un petit moment où on est content, tu vois. Donc, l'important, c'est pas la valeur absolue, c'est l'énergie. D'ailleurs, c'est vrai comme tout, tu vois. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe du temps. Ce qui est important, le temps, il faut pas le passer, il faut le dédier. Et il vaut mieux un peu de temps dédié que beaucoup de temps passé. Et ce truc-là est essentiel. C'est pas mal ça. C'est pas mal, je la garde. Et du coup, ça, la famille, ça fait partie de ton agenda. Tu as bloqué les créneaux et tu sais que le mercredi, enfin le mardi, tu ne pourras pas prendre de rendez-vous après tout à l'heure parce qu'en fait, c'est incompressible pour toi. Le deal, c'est d'essayer d'arrêter tout email, tout coup de téléphone entre 19h et 21h. Ok. Ah, tu J'essaye. reprends. Je te dis pas que c'est pas tout. Alors non, je reprends pas après. Mais juste si j'ai des urgences, si j'ai des choses à faire, ma femme tolère qu'à 21h, tu vois, je réponde à un mail sur un truc de boulot. Donc, et après le dimanche, par contre, à partir de 17h et jusqu'à ce que j'ai fini mes emails, là, c'est non-stop.
Et donc voilà, donc j'essaie à partir de 19h. Et ensuite, il y a des petits moments d'urgence, tu vois. Faut aller chercher un gamin à Bien l'école sûr, ouais. parce qu'il est malade ou je ne sais quoi, tu te réorganises. C'est assez facile. Le seul truc, c'est que quand tu réorganises un meeting avec un entrepreneur parce que tu n'as pas pu y assister, il faut éviter que ça traîne trop. Donc moi, j'essaie de le réorganiser dans la journée même ou le lendemain même. Mais je ne veux pas laisser la mauvaise impression que je ne me suis pas rendu disponible et qu'en plus, je suis disponible de nouveau dans longtemps, quoi. Et, hum, et voilà, donc il faut être vigilant. Faut être flexible et vigilant. Il y a un Mm. truc dont tu parles dans ton bouquin qui est être la meilleure version de soi-même. Mm. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? C'est intéressant. Est-ce que tu as trouvé la meilleure version de toi-même? Comment t'es arrivé vers ça? Et c'est comment comment ceux qui écoutent aujourd'hui peuvent travailler sur ça? En gros, la meilleure version de toi-même, c'est toujours la version à l'instant T, mais c'est aussi toujours la version de demain, quoi. Et il y a un bouquin qui s'appelle le petit livre d'Ikigai. C'était Marc Ménazé qui m'avait envoyé ça chez Founders Ok. Futures il y a quelques années. C'est très intéressant parce que c'est le principe que on peut faire des choses de manière répétitive tout en continuant d'améliorer son art ou ce qu'on fait, quoi. Tu vois. Mm. Et ton job quand tu fais comme moi de l'investissement, c'est que chaque investissement contribue à la qualité de l'investissement suivant, quoi. Donc le progrès, c'est pas nécessairement faire les choses mieux, c'est faire les choses de manière consistante, aussi bien avant ou avec des apprentissages du passé à mesure que le temps passe. Et la meilleure version de toi-même, c'est que, bon, moi, par exemple, je suis coaché en permanence. J'utilise, bon, alors évidemment, je suis biaisé puisque j'utilise Wave.ai, qui est une boîte de notre portefeuille et qui fait du coaching asynchrone à Ok. l'écrit. Donc le principe du coaching asynchrone à l'écrit, c'est que euh, tu n'as pas d'interface avec un humain, avec une personne, avec un individu en live. Ce qui est important, alors ce qui peut pour certains être un problème, mais ce qui en réalité évite de créer une dépendance à un individu, comme tu peux le Mm. créer avec un psy ou je ne sais quoi. Tout à fait. Et ça t'invite à rentrer dans une zone de réflexion avec toi-même. Donc en fait, Wave t'envoie des interactions qui te permettent de te poser les bonnes questions et d'avancer et de progresser. Et moi, je fais ça toutes les semaines depuis un an maintenant et jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que je meure, je sais pas. Et ça me permet de prendre du recul sur là où j'en suis, sur la recherche d'un horizon qui est meilleur que celui du trimestre précédent. Donc par exemple, euh, la dernière chose sur laquelle j'ai travaillé sur moi, c'est les. Je suis très mal à l'aise en groupe quand il y a du monde et tout. Et donc en fait, ce que j'ai tendance à faire quand il y a du monde, c'est que je me ferme. Donc je partage pas, j'écoute, j'attends. Et en réalité, tu te rends compte que quand tu fais ça, bah, tu es en train de rater le moment. Donc comment est-ce que tu fais pour te remettre dans le moment? Le remettre dans le moment, tu as deux options en fait. Tu as soit effectivement discuter, parler, créer la conversation, ce qui est pas, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire, ce que je ressens. Et puis tu as une fonction qui consiste à poser des questions, t'intéresser aux gens. Et en fait, tu te rends compte que quels que soient les individus que tu as en face de toi, quel que soit ce qu'ils font, si tu leur poses les questions là où ça les passionne, c'est sûr que tu vas passer un bon moment. Et ça, c'est extraordinaire, tu vois. Et tu peux parler de ça à un éboueur qui va te raconter les histoires drôles ou sordides de ses matinées, comme un CEO d'entreprise qui gère 15 000 personnes, comme Xavier, tu vois. Tout le monde a des histoires. Donc voilà, donc tu vois, la dernière wave que j'ai faite, c'était autour de ces moments où en fait, je me ferme au lieu de m'ouvrir aux autres, tu vois. Et en fait, moi, en permanence, je travaille sur quelque chose au long cours que j'essaye d'améliorer. Donc par exemple, en ce moment, et ça va être très long parce que je sais que c'est pas facile chez moi, mais je suis plutôt réactif que proactif. Donc je réponds beaucoup aux sollicitations, mais je crée peu les opportunités. Et en réalité, il faudrait que j'arrive à conjuguer les deux, tu vois, à conjuguer le fait d'être réactif, le fait d'être proactif, quoi. Et le fait d'être proactif, ça demande de manière très intentionnelle de créer ces moments-là. Et ben là, je travaille toutes les semaines, tu vois, sur comment améliorer ça chez moi. Et c'est un travail permanent. Et je suis pas pressé. Et en fait, c'est ça la meilleure version de soi-même. C'est hyper important, c'est qu'il faut pas être pressé parce que de toute manière, les défauts sont persistants. Tu changeras pas, tu vois. Tu Il y a les des, il y a acceptes en fait, tes défauts. Bien sûr. Et après, dans les défauts que tu acceptes, tu as deux choses. Tu as les défauts que tu acceptes, que tu as décidé d'atténuer. Je sais pas, par exemple, tu t'emportes vite. Tu vois, s'emporter rapidement, c'est con comme défaut. Alors, si tu t'emportes vite, tu vas continuer de t'emporter vite, hein. C'est comme ça, hein, t'es foutu, hein. Donc, faut que les gens vivent avec. Mais ça s'atténue, en réalité. Tu peux Ouais. travailler dessus.
C'est pas un truc à arrêter. Et après, il y a des défauts sur lesquels tu peux vraiment travailler, quoi, en profondeur et que tu peux changer. Mais donc, moi, j'accepte mes défauts, je les connais tous très bien. Et en fait, je travaille soit à les atténuer, soit à les contrebalancer, etc., etc. Et cetera. Et en fait, si chaque semaine, tu as l'impression que tu as appris quelque chose ou que tu as au moins cherché à progresser sur qui tu es, bah, c'est que tu es en train de poursuivre la meilleure version de toi-même. Et c'est bien, tu vois. Ce qui est horrible, c'est les gens qui, en fait, euh, cherchent pas à progresser. Tu vois. Et nous, chez Kima, c'est ce qu'on fait. Chez Kima, on finance des gens à qui on va donner 100 à 150 000 euros, 150 fois par an. Et notre objectif, c'est pas qu'ils réussissent, c'est qu'ils progressent. Et après, parmi ceux qui progressent, il y en a qui vont réussir, c'est sûr. Tu vois, on en a 10, 15, 20 sur les 100 qui vont très, 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 très bien réussir ou bien réussir. Mais on en a 80, ils vont foirer. Et c'est pas grave qu'ils aient foiré. S'ils ont progressé et que leur progrès va contribuer à trouver le prochain move dans leur carrière ou à aider une boîte après, etc., ça suffit. Et en fait, nous, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que Kima, d'ailleurs, c'est hyper excitant. J'ai plein de gens qui me disent oh, Kima, est-ce que c'est pas un peu, tu vois, gros volume, grosse Mm. intensité, grosse vélocité? Est-ce que c'est pas too much? Mais c'est pas too much de filer sa chance à 150 personnes par an. C'est génial. Ouais, c'est De quoi grisant. vous Ouais. parlez? C'est grisant. Et puis même en termes de, de rythme, alors je n'aurais pas le dire comme ça, je vais me faire engueuler par les collègues, quoi. Mais moi, je vois 1000 fois plus de trucs que n'importe quel autre VC de la place. Et en fait, le rythme de Kima nous a forcé chez Kima à être beaucoup plus efficace dans un boulot où, par défaut, on va pas se mentir, le rythme est assez cool. Le VC qui te dit oh, j'ai pas le temps, c'est horrible, c'est soit parce qu'il est en train de closer un deal, et donc en fait, oui, ça lui a pris du temps, soit parce qu'il est en train de vendre une de ses boîtes, et oui, ça lui a pris du temps, mais son quotidien, il n'est pas très compliqué. C'est cool. Tu passes ta vie à rencontrer des entrepreneurs qui veulent faire des trucs de ouf. Franchement, excuse-moi, mais enfin, c'est exceptionnel. C'est tout le temps hyper grisant intellectuellement. C'est facile parce que c'est pas toi qui bosses. C'est les entrepreneurs qui bossent. Hein. Donc oui, tu bosses, c'est un métier, il ne faut pas déconner. Et donc c'est eux qui bossent. Et c'est confortable parce que tu es dans un métier où même si la moitié des boîtes vont foirer, tu vas te gaver, tu vois. Ou alors, faut vraiment être faut être très mauvais, tu vois. Mais tu peux pas te foirer. Donc, quand tu as un métier comme ça, je veux dire, ce que tu dois au moins aux entrepreneurs ou ce que tu te dois à toi-même, c'est de travailler pour rendre justice, tu vois, en fait, que tu as cette chance-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette chance-là. C'est clair, c'est clair. C'est trop bien. Il y a un dernier truc que je voulais aborder avant de passer aux questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a déjà dans la partie questions et Jean y répondra juste après. Si vos questions ont déjà été posées, vous pouvez voter pour et on priorisera en fonction des votes. Il y a un dernier point que tu as abordé, enfin que je voulais aborder avec toi, c'était s'entourer de gens qui sont passionnants, qui sont bons, qui sont inspirants. Est-ce que c'est un truc que tu fais de façon proactive? Bah non, je ne fais pas de manière proactive. Comme je te l'ai dit, je suis Pas plutôt encore, réactif, pas encore. mais Mais par par la force contre, ce des que je choses, c'est fais, ce que tu fais, tu vois. Comment tu bon, progresses? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta façon de voir les choses? C'est de te dire, je sais pas, tu veux progresser dans un truc, typiquement, tu as dit, je vais être plus proactif. Comment tu vas aborder le sujet? Est-ce que tu vas aller voir des gens qui sont proactifs? Est-ce que tu vas aller lire de la littérature? Comment tu vas travailler le sujet? moi, quand j'ai envie de travailler quelque chose, je me crée une contrainte avec laquelle que j'accepte. Par exemple, Wave, tu vois, en coaching, en réalité, c'est une contrainte que je m'impose. C'est la contrainte d'avoir cet échange hebdomadaire avec cette interface qui me force à me poser les bonnes questions et à progresser dans le bon sens. Si demain, je veux tu vois, devenir meilleur sur un sujet fintech, bah, je vais me créer la contrainte d'un rendez-vous hebdomadaire ou quotidien ou je ne sais quoi, avec des ressources en ligne ou avec quelqu'un pour pouvoir apprendre. Moi, je fonctionne c'est quoi le bon terme? Contrainte volontaire. Je me crée des Hmm. contraintes volontaires. C'est l'autorité que tu as choisie toi-même, tu vois. Euh, et j'aime bien ça. Donc, c'est comme ça que je progresse. Et après, il y a un truc, c'est que je ne, je ne m'encombre pas des choses ou des gens qui me font pas plaisir, tu vois. Moi, ce que je cherche à nourrir, c'est des relations authentiques, profondes, sincères, avec des gens que je respecte et c'est comme ça que je kiffe mon métier. Et de temps en temps, et en fait, nous, en tant qu'individus, on a quand même une fâcheuse tendance à dire beaucoup oui, tu vois, à s'imposer des trucs qu'en fait, on n'est pas obligé de s'imposer. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que tu t'imposes ces choses-là, bah,
tu te rends pas compte, mais ça crée enfin, c'est un problème que tu subis. Et surtout, le temps que tu dédies à ça, c'est du temps que tu peux pas dédier à d'autres choses ou à d'autres personnes ou que tu peux dédier de manière qualitative. Donc, il faut faire vachement gaffe à ça. Et c'est con, hein, mais ça, c'est juste l'histoire. Tu vois, l'histoire, c'est que quand tu es jeune, euh, bah, en fait, non n'est pas une option. C'est pas une option que tu as quand tu es petit, quand tu es enfant. Non, tu peux pas dire non à tes parents. Tu dis toujours oui. Et tu dis toujours oui tout le temps, tu vois. Et d'ailleurs, tu le remarques, il y a une phase dans l'enfance où les gosses disent toujours non. Et on ne se rend pas compte. Mais ce truc-là est hyper important. C'est leur putain c'est un instinct primaire qui parle. C'est l'instinct primaire du choix. Et en Faut fait, ce choix l'accueillir. est complètement annihilé, quoi. Il faut Ouais. l'accueillir un peu, tu vois. Et donc, c'est intéressant. Donc, moi, j'ai appris à dire non, en fait, en rejoignant Team Adventure, parce que je disais oui à tout, j'étais plutôt. Mais en fait, il y a une différence entre être optimiste, entre être positif, et dire oui tout le temps. Et tu peux toujours être optimiste, très honnête, très direct, limite brutal, tu vois, mais sympa, et dire non aux gens. Ça mange pas de pain. Donc, ouais, Ouais, la dynamique de choix, elle est importante. hyper importante. Dernier truc que je voulais aborder, tu as parlé de Wave. Est-ce qu'il y a d'autres outils ou d'apps ou de choses que tu utilises pour t'aider au quotidien? Tu as parlé d'Inbox Zero, par exemple. C'est Gmail, tu as un outil spécial? Donc, j'essaie d'utiliser le moins d'outils possible. Avant, j'étais genre, j'utilise des outils ici et là pour faire plein de trucs et tout. Et donc maintenant, j'essaie de tout réduire en termes d'outils. Pour les emails, j'utilise Superhuman. Donc, c'est facile, hein, c'est pour gérer tes emails. Ouais, Pour la finance, j'utilise Finari. Bon, je vais pas te faire un dessin. évidemment. Tu verras, c'est pas mal. Pour le calendrier, aujourd'hui, j'utilise beaucoup Hera sur mon PC. Ah, super boîte. HERA. Ouais, mais j'attends qu'on ait une version mobile un de ces quatre, mais pour l'instant, je me débrouille avec Google Calendar et malheureusement sur mon iPad aussi. Euh, et après, pour mes to-do, j'ai le reminder de Apple que j'ai en widget sur mon home screen. Et mon but, c'est que ma to-do, en fait, soit nettoyée en permanence, régulièrement. Et voilà, quoi. Et ensuite, je bloque quelques slots sur mon agenda la semaine, soit pour faire ma wave, par exemple, ou pour, tu vois, cleaner mon bureau, faire des papiers, des conneries, des corvées du quotidien, quoi. Oui, du quotidien. Trop bien. Écoute, on va passer aux questions, si tu veux bien. Euh, Allez. alors, je vais les prendre dans l'ordre des votes. Donc, si vous avez des questions particulièrement intéressantes, n'hésitez pas. Allez, alors, Camille Pic, salut Camille, comment on fait pour avoir une intro à wave.ai? Là, tu viens de faire du teasing quand même pendant un petit moment. Mm. Apparemment, c'est sur liste, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, c'est sur invitation parce qu'en fait, tu peux pas fournir un produit comme celui-ci si tu fais pas attention à la qualité que tu délivres. Et Ouais, donc, pour ça, évidemment. il faut qu'il fasse attention. Donc, c'est sur invitation. Moi, ce que je vous invite, c'est de me faire un mail. Vous faites un mail et puis je verrai comment est-ce qu'on va gérer ça. Je sais pas, on va trouver quoi. Voilà, Faites-moi un mail, on inbox verra. zéro, c'est terminé. En gros, mais si je devais faire long story short, donc Wave, ça a été créé par Adrien Falcon, qui était l'ancien Head of Europe de Deliveroo, que moi j'ai connu en 2015, il y a longtemps. Bah, d'ailleurs, je l'avais introduit à Index quand il cherchait quelqu'un pour créer Deliveroo en France. Et quand il a quitté Deliveroo quelques années après, il a commencé à coacher des boîtes de notre portefeuille. Euh, C'était extraordinaire. Donc, c'était mon secret weapon que je donnais à pas beaucoup de monde, mais quand j'avais un entrepreneur avec du potentiel et tout, j'envoyais Adri, qui en fait était un débloqueur de potentiel, quoi. C'était ouf. Et puis à un moment donné, un peu frustré de se dire qu'en fait, il était limité dans les gens qu'il pouvait accompagner. C'est vrai. Et aussi se rendant compte qu'en fait, dans le coaching, il y a deux types de coaching. Il y a le coaching, moi, ce que j'appelle euh, très, très intentionnel, très opérationnel. Et en fait, c'est plus du mentorat que du coaching à ce stade, parce que c'est des gens qui vont t'aider à passer des étapes avec l'expérience qu'ils ont. Et ça, Mm. c'est vraiment autre chose. Et ensuite, le coaching au sens général du terme, et probablement le plus pur du terme, qui consiste à aider les gens à se poser les bonnes questions, à réfléchir vis-à-vis d'eux-mêmes, à créer en fait cette mécanique d'autoprogression. Et le Ouais, seul moyen de créer une mécanique d'autoprogression, c'est que quelqu'un te renvoie l'appareil, tu vois. ouais. Et donc, c'est pour ça que le coaching existe. C'est pour que quelqu'un puisse faire l'interface, parce que sinon, tout seul, tu vas pas te poser les bonnes questions, et puis tout seul, tu vas pas arriver à changer. Donc, Wave sert à ça, et en enlevant les billets de l'individu, en enlevant les billets du live,
et en aidant les gens en fait à créer cette interface avec eux-mêmes. Et moi, bon, ça fait maintenant 9 mois que j'utilise et c'est horrible, hein. Je crois que je suis drogué à ça, tu vois. Quand j'ai ma wave, d'abord, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous avec moi-même, tu vois, que je me suis fixé et et auquel il faut que j'aille. Et ensuite, ça te permet de mesurer justement cette progression de semaine en semaine et ça, je kiffe, quoi. Donc voilà. Donc faites-moi un mail et puis on verra comment ça se passe. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Mais en fait, comme tous les gens qui viennent à un instant T souvent reviennent au trimestre d'après, bah, en fait, tu as des cohortes et donc Prendre un petit peu il de temps, ouais. faut que la cohorte grandisse, quoi. Faut Mais être bon, patient. vous êtes pas. Soyez patient, faites-moi un mail. Voilà. Et mon mail, c'est jean@skimaventures.com. C'est facile Voilà, et sinon, c'est en clair sur LinkedIn. on va le mettre dans le chat. Euh, Hmm. alors, Jordan veut savoir, que penses-tu de la procrastination et du travail de dernière minute sous pression? Ton avis sur la technique Eat That Frog, que je ne connais pas, quand on sait que la deadline nous permet de faire cette tâche plus tard. Ah, c'est dur, ça, la procrastination. Écoute, moi, je suis assez comme ça, hein. Je suis plutôt du genre à faire les choses dernière minute. Euh, et j'ai pas de. Putain. Bon, moi, l'avis sur la procrastination, c'est que tu es toujours plus content d'avoir fait les choses que de pas les avoir faites. Donc, tu vois, c'est Et con, hein, éviter. mais à éviter, quoi. Mais après, on est qui on est, hein. Moi, je suis le pire, hein. Je vais pas juger là-dessus. Ok, ça marche. Alors, tu parles de ton échec assez ouvertement, c'est encore Jordan. Tu parles de l'échec assez ouvertement. Où est-ce que tu as découvert ça? Est-ce que c'est aux US? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas présent dans la culture française, le fait d'accepter et même de revendiquer l'échec comme étant une part nécessaire de l'apprentissage? Moi, ce rapport à l'échec, il est lié au fait que j'ai la chance d'avoir eu des parents et des proches qui ont été, malgré le fait que j'étais très mauvais à l'école et que je foutais rien, qui ont toujours eu confiance en moi. Et c'était le cas, tu vois, c'était le cas de ma femme quand je l'ai connue et j'étais étudiant. C'est le cas de ma mère, c'est le cas de mon père, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde m'a toujours fait confiance, quoi. Et tout d'un coup, quand tu as des gens qui te font confiance alors que tu es en échec, tu acceptes d'être vulnérable vis-à-vis d'eux. Et tu te rends compte, et en fait, c'est bête, hein, mais c'est un, c'est juste, tant que tu n'as pas été vulnérable vis-à-vis des autres, tu sais pas quel effet ça a. Mais en fait, très vite, quand tu es vulnérable, tu te rends compte que les gens, c'est tout ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent de la part de l'autre, c'est de l'authenticité, c'est de dire quand ça va pas, c'est de dire quand tu n'es pas content, c'est de dire quand un truc te fait chier, c'est de dire exactement ce que tu ressens. Et d'ailleurs, c'est la relation qu'on essaie de développer avec les entrepreneurs, tu vois. Quand il y a un truc qu'on ressent, ou bah, en fait, on va pas se le cacher. Tu vois, on essaie de délivrer le message de la manière la meilleure, le mieux possible pour pour qu'il soit bien perçu, quoi. Mais on dit tout ce qu'on pense. Et en fait, c'est génial. Enfin, moi, je trouve que parler de l'échec, mais de manière honnête, hein, c'est génial. Et les gens, ils attendent que ça, d'ailleurs, de l'autre, hein. C'est la vulnérabilité. C'est clair. C'est un peu le principe de l'honnêteté radicale, de Oui, dire exactement ce qu'on pense. Alors, ouais. Youssef veut savoir, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de la machine? Tu fais du sport, tu as Ah, une bonne diète, tu question, fais de la ça. méditation. Ça a été un gros sujet pendant longtemps. J'avais pas de routine de sportive ou quoi que ce soit. Diet de manière assez automatique en fait, grâce à ma femme qui fait attention à ce qu'on fasse pas trop de conneries. Et donc on essaie de manger relativement sainement. Bon là aux US, je t'avoue que c'est un carnage, sans commentaire. Faut profiter. Euh, et après sport, j'avais fait beaucoup de squash et puis je me suis pété le pied. Ça m'a arrêté 3 mois, c'était assez horrible. Et après, je me suis mis un peu à l'escalade. Mais à Paris, le problème, quand tu fais de l'escalade, faut que tu prennes ton vélo, que tu as la salle d'escalade, etc. C'est assez chronophage. Et là, à Aix, je fais énormément de vélo. Je dois faire plus de 150 km par semaine, je pense. Et ça, j'aime Cool. beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, du coup, le remote, enfin, je ne sais pas si tu vivais à Paris, j'imagine que tu étais à Paris avant. J'étais à Paris, moi. Ouais. Ça aide énormément enfin, ça change complètement la dynamique aussi de vivre. Bah, tu es c'est pas la campagne, Aix, mais bon, disons que la nature est beaucoup plus accessible que quand tu es dans le 9e. Ouais, et puis tu vois, quand tu es très casanier comme moi, que tu as des enfants et que tu goûtes à la vie, tu vois, à Aix, c'est con, mais la lumière est extraordinaire, le soleil est extraordinaire. Et puis c'est bête, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui s'expatrient à Aix. Nous, on a fêté Halloween à la maison en octobre dernier, donc il y avait 120 personnes chez nous, il y avait 90% d'étrangers.
J'avais Ah oui. 90% des gens qui parlaient pas français. Enfin, tu vois, et pourquoi? Parce qu'en fait, quand les gens viennent en France, de San Francisco, New York, Angleterre, où tu veux, ils vont Paris, c'est Paris, Bordeaux, Aix ou Nice. Et en réalité, si tu regardes, et je suis désolé, hein, vous n'allez pas, vous allez pas être content, mais Bordeaux, t'as pas la météo, mais tu as la convenience de pouvoir aller à Paris rapidement. Nice, c'est chiant parce que tu n'as que l'avion. Donc quand tu vas aller à Paris, ça fait chier, hein. Et Aix, bah, tu es à 30 minutes de la mer aussi, et tu as 3 heures le TGV qui t'emmène à Paris. Et moi, je vais à Paris toutes les semaines. Et si j'avais pas ça, bah, je serais pas installé là-bas. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est assez marrant. Désolé les Bordelais, hein. C'est vrai qu'il pleut beaucoup chez vous, mais on aime bien y C'est aller. sympa chez vous, hein. Moi, La mer j'adore TGV. l'océan. Ouais, ouais, J'aime pas la mer, j'aime l'océan, tu vois. Si je pouvais avoir l'Atlantique en Méditerranée, je serais le plus heureux du monde. trop bien. Thibaut veut savoir s'il faut planifier du temps à consacrer à sa famille, à ses amis, à ses sports, à ses loisirs, ou alors plutôt laisser du temps libre pour tout ce qui n'est pas pro en gros. Est-ce qu'il faut aller dans ce niveau de détail-là, je pense. Non, il faut pas. En fait, tu ne fixes pas une routine ou tu ne fixes pas un agenda pour être parfaitement aligné avec cet agenda-là. Tu fixes un agenda pour connaître ton périmètre d'action, pour savoir combien d'heures tu as booké dans ta semaine, pour savoir quelles sont tes disponibilités, pour savoir. En fait, ça te permet ça crée un référentiel. Et une fois que tu as un référentiel, tu sais si tu es dans le référentiel ou en dehors du référentiel. Et moi, il y a des semaines où j'ai très très peu de rendez-vous et ouah, je respire, mais du coup, je fais moins de choses quand même. Et il y a des semaines où bah, c'est con, mais je suis blindé de rendez-vous, je suis à 120% de capacité, j'en chie un peu, mais au moins, du coup, j'essaie de rapidement, la semaine d'après ou la semaine suivante, recréer du temps pour pouvoir éviter d'être en burn-out, quoi. Et donc, l'agenda n'est pas fait pour être suivi de manière stricte, il est fait pour créer un périmètre, un référentiel d'action, c'est tout. Ouais, je peux que plus soyer. Avec mon associé Julien, on essaye en tout cas de planifier les choses un an à l'avance. Et quand on a commencé à faire, ça nous paraissait fou. Et en fait, ça libère vraiment une charge, enfin, ça enlève une charge mentale qui est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être flexible, mais on a posé un cadre dans lequel on se déplace. Et ça change complètement la chose. Donc, ouais, il ne faut pas non plus devenir. Faut pas être rigide, hein. Faut pas être rigide, il ne faut pas être victime de son agenda. Alors, David voulait savoir, c'est plus une question sur l'investissement, mais elle est assez intéressante. Tu investis dans 150 deals par an. La prise de décision doit être très rapide. Est-ce que tu as des tips, des choses à partager avec les utilisateurs? Typiquement, on parlait de Biril tout à l'heure. Comment tu choisis ou pas un deal? Euh, donc nous, on prend des décisions en 30 minutes, hein, globalement, et même en 15. Tu vois, je pense que Alexis, il a dû prendre sa décision sur Finari en 5 minutes, Ouais, je peut-être même pense. avant le call, tu vois. Donc ça va vite. Et en fait, l'expérience développe l'instinct. Donc je te dirais, ah, c'est l'intuition. En fait, c'est pas l'intuition, c'est l'expérience qui développe l'intuition, c'est normal. Et cette intuition, elle se fait sur deux éléments qui sont connectés à deux paramètres. Les deux éléments, c'est le marché et l'équipe. Est-ce qu'on pense qu'il y a une opportunité sur le marché? Est-ce que c'est intéressant? Si tu me dis, par exemple, oui, je vais développer une nouvelle boîte dans le marché du papier toilette, peut-être que c'est cool, tu vois, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse ou dans lequel on a envie de se positionner. Tu vas me dire, je vais remplacer les boutons roses par des boutons bleus dans les usines à je sais pas quoi parce que ça change de n'importe quoi, pas pour nous, tu vois. Donc en fait, on regarde notre appétence sur le marché, tu vois, est-ce qu'on a un fit avec ce marché-là? Et est-ce que le timing sur ce marché est intéressant? Tu me dis, je veux faire un concurrent d'Airbnb, franchement, c'est chaud. Tu vois, en termes de market timing, c'est un peu foireux maintenant, c'est pas encore le moment, quoi. Et après, il y a les fondateurs. Et sur les fondateurs, il y a vraiment une question de fit entre les fondateurs et leur marché, parce que c'est important. Et, euh, et de fit, nous, avec les fondateurs, tu vois. Est-ce qu'on a l'impression que c'est des gens avec qui on a envie de s'associer et qui, et qu'on kiffe. Et après, c'est con, mais tout ce qu'on fait à un instant T, de toute manière, c'est 100 fois inférieur à ce que l'entrepreneur deviendra à un instant T plus 5 ans. Donc nous, on mise sur le potentiel des gens, on mise pas sur l'existant. Donc moi, je ne regarde pas ce qui peut ne pas marcher dans un deal, parce que j'ai 1000 raisons de ne pas faire un deal. Je regarde ce qui me rend optimiste sur le futur de cet entrepreneur et de ce qu'il va pouvoir créer. Et ensuite, on prend des décisions, mais à la vitesse de la lumière. Biril, ça s'est fait dans un café à Barcelone en 1 heure de temps, un samedi ou un vendredi en avril 2021. T'avais pas de métriques, t'avais un deck, t'avais accès à amplitude, enfin, t'avais accès aux détails de En la boîte. fait, en fait c'est vraiment ce truc-là est super important.
Moi, j'ai rencontré l'équipe pour la première fois en mars 2020, au moment du début de la pandémie. Ils avaient 500 utilisateurs. Ils me pitchaient une feature pour prendre une photo une fois par jour sur base de notifications. Franchement, ça m'a pas excité, hein. Je leur ai dit, quand vous avez un truc sérieux, vous me rappelez, mais là, enfin, en fait, je sais, je vois pas le truc. Je suis peut-être aveugle, hein, mais je vois pas le truc. La vérité, c'est que j'étais aveugle, hein. Donc, un an après, John, un des garçons de Xavier, envoie un message à Xavier en disant avec nos potes, on utilise Beryl, on utilise tous ça, quoi. Du coup, Xavier m'en reparle, je recontacte Alexis, le CEO, et on se revoit. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué chez Alexis, c'est pas juste l'application, c'est pas les chiffres, c'est sa manière de. C'était son attitude. Son attitude face au produit, son attitude face au marché, son attitude face aux idées que tu pouvais avoir par rapport aux features, etc. Et en consumer, c'est très, très, très difficile de rencontrer des entrepreneurs qui sont profondément ancrés à, à l'origine de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, c'était le cas chez Antoine Martin avec Zenly, et c'était le cas chez Alexis avec Biril. Et nous, on a financé Biril en se disant que le garçon avait un potentiel extraordinaire. Et ça fait un an et il a énormément progressé, en plus du fait que ce soit toujours un succès, quoi. Et donc, c'était plus sur le potentiel de l'entrepreneur que sur l'existant qu'on mise. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que au stade où vous rentrez, c'est vraiment l'entrepreneur et l'équipe qui vont faire la différence. Et les Mm. métriques, tout ça, c'est, tu vois, 500 personnes sur Beryl. Moi, j'ai vu Beryl pitcher à Station F. Je pense qu'il y avait moins de 50 users et j'ai eu la même réaction que toi. Mais maintenant, je regrette pas du tout parce qu'en fait, ben, j'ai pas pris le Tu temps. pouvais rien voir. Franchement, c'était impossible à voir, Impossible. mais s'il fallait creuser quelque chose, c'était la personne, parce que les métriques voulaient rien dire à l'époque. Ça n'avait aucune importance presque. Mais enfin, ça, ce que tu fais est un exercice d'équilibriste. C'est aussi, faut le dire, c'est très très difficile d'investir dans des boîtes de ce stade-là. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, tu sais quoi, c'est d'avoir raison contre. Et puis moi, ce que j'aime mon métier quand j'ai raison contre les autres, tu vois. Oui. Capitaine Train, j'en ai Et chié, Capitaine c'était Train, j'allais dire, horrible, c'était tu terrible, vois. Capitaine Train. Enfin, Ouais, c'était tout le monde contre Capitaine Train, et puis après, ça devient un des plus gros succès de la French Tech. Donc, exactement. c'est, C'est génial. on va prendre une dernière question. Je la prends au hasard, hein. Tu peux en prendre d'autres, hein, j'ai le temps, hein, je suis pas pressé. Ok, trop bien. Si tu dois un rendez-vous, tu me laisses, je me démerderai avec l'audience. Ouais, c'est ça. Euh, alors, Nico, c'est pas une question, c'est à quand le retour de Radio Château? J'avais écouté Radio Château d'ailleurs. Ah, Radio Château. C'était marrant. Alors, il y a beaucoup de questions sur la startup. Geoffrey veut savoir quelle est ta technique pour prioriser les tâches. Quelle est ma technique pour prioriser les tâches? Oui. Écoute, j'en ai pas de technique pour prioriser les tâches. Je fais au plus urgent d'abord. Et après, je commence toujours par la plus chiante, hein. Comme quand tu manges des haricots verts et des frites. Tu commences par les haricots verts, tu finis par les frites. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu as t'as un assistant, une assistante, tu as des gens qui t'aident sur l'organisation de ton planning? Non, mais je suis nul en délégation, mais nul de chez nul. Et j'ai essayé de prendre une assistante, mais je te jure, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle me dit, tu veux que je prenne ton billet de train la semaine prochaine pour aller à Paris? Et je lui dis, bah, tu rigoles. Enfin, tu vois, je suis sur Trainline, j'en ai pour 2 minutes. Que je vais me faire chier. Enfin, pourquoi tu m'as de faire ça? Et l'hôtel, bah non. Enfin, tu vois, j'ai Booking, je vais me débrouiller. Et tu as besoin d'un truc pour faire ton Esta? Bah non, j'ai le passeport là, je vais le faire, ça va me prendre 2 minutes. Enfin, tu vois, en fait, je suis nul à déléguer. Ouais, c'est pas Nul, évident. nul, 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 nul. C'est pas Non. évident. Et est-ce que tu as des livres, des films, des newsletters, des personnes à recommander, des ressources en gros, à recommander pour les gens qui voudraient encore progresser sur ce sujet, creuser des choses que toi tu lis et que tu Hum, trouves intéressantes ou qui t'ont aidé? Bah, il y a un bouquin que je conseille systématiquement qui s'appelle Extreme Ownership, qui est sur l'histoire des Navy SEALs. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça démontre à quel point un élément discriminant dans une organisation peut casser l'organisation. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, on parle souvent de la vélocité, de la qualité de l'équipe et tout, mais c'est pour démontrer à quel point un élément faible peut être destructeur. Et donc, il n'y a pas de, on n'est pas dans un métier d'optimisation quand on fait
une boîte, on est dans un métier de maximisation. Et moi, dans l'investissement, c'est pareil. Je passe du temps avec ceux qui vont très mal ou ceux qui vont très bien. Je passe pas du temps avec ceux qui sont au milieu, quoi. Mm. Et donc, ouais, donc Extreme Ownership, c'était un bouquin qui m'avait bien marqué. Et après, je vais te faire une confidence, je lis pas beaucoup. J'aime pas les podcasts. Et ce qui me nourrit, c'est les rencontres avec les entrepreneurs et, et mes emails, quoi. Voilà. Il y a un bouquin qui est pas mal qui s'appelle The One Thing, qu'un utilisateur Ah, final m'a recommandé d'ailleurs. Et si tu le lis, tu verras qu'en fait, tu fais déjà la moitié des choses. Mais il y a l'histoire de bloquer, faire des time blocks dans ton agenda. Il y a l'histoire de définir son goal long terme et du coup d'en déduire son but à très court terme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que si je fais cette tâche maintenant, je vais avoir un impact sur mon but qui est, dans le cas de Finari, d'introduire Finari en bourse pour plus d'1 milliard d'euros, pour plus de 2 milliards d'euros comme Trainline à l'époque. Mais très bon bouquin. Et sinon, il y a le bouquin de comment il s'appelle, Reed Hastings de Netflix. très très bien. No rules rules. Très Exactement, bon. No Rules Rules. Et il Mm. parle notamment de ce que tu viens d'aborder, le fait que lui, ils embauchent que les meilleurs et en fait, il leur enlève tous les contrôles. Et il crée Mm. une espèce d'alchimie qui est incroyable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que tu utilises Notion pour structurer ta vie perso? Tu l'as pas cité dans les outils, donc j'imagine que… Moi, je structure rien. En fait, faut que j'ai jamais pris de notes depuis que je suis en CP et je prendrai jamais de Ah, notes, pour ni un recommencer rendez-vous maintenant. entrepreneur, ni quoi que ce soit. Donc, je commencerai pas maintenant. Notion, pour moi, ça ne fait que me rappeler l'école. Ça m'angoisse plus que tout. Je suis incapable d'utiliser Notion. Est-ce que tu penses que d'ailleurs la façon dont tu fonctionnes peut être reproduite par quelqu'un d'autre? En fait, on est chacun compatible avec des postes ou des jobs ou des fonctions différentes. Donc, non, enfin, oui et non. Oui, elle serait, si ce que les gens sont, enfin, tu vois, c'est une question de compatibilité. Donc, moi, j'ai de la chance de pouvoir être dans un métier où je peux emmagasiner beaucoup d'informations, je n'ai pas besoin de prendre de notes. Mon système d'archives, c'est mes emails et, et ça fonctionne très, très, très bien. Mais je pourrais pas faire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais pas faire. Enfin, en fait, il y a plein de jobs que je pourrais pas faire. Je pourrais même pas être CEO de boîte, tu vois. Je suis trop nul pour ça. Bah, d'ailleurs, c'était une question de Yann. Est-ce que tu comptes monter ta boîte? Bon, tu y as répondu. Jamais. Jamais. Euh, alors, je vais prendre une question plutôt sur l'invest et on va finir sur ça. Ok. Euh, ta, 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 ta. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été demandés? Ah oui, est-ce que tu as un regret? Est-ce qu'il y a un deal que tu n'as pas fait que tu regrettes aujourd'hui? Est-ce que tu as un anti-portfolio? Oui, j'ai un anti-portfolio et la plus grosse boîte dans l'anti-portfolio, c'est Conto. Ça, c'est effectivement. Ah oui, tu en Que avais j'ai, parlé, c'est que vrai, je, tu avais parlé dans un podcast. je l'ai pas fait je l'ai pas fait pour des bonnes raisons, mais je suis client du produit et je trouve la boîte extraordinaire, le produit extraordinaire. Et je pense que c'est aussi un exemple intéressant tu vois, de le monde dans lequel on vit où tu vois, on subit quelques extrêmes, mais ces extrêmes parfois sont nécessaires pour réussir. Tu vois, et Conto, c'est quand même l'histoire de deux entrepreneurs dont l'énergie et l'exigence font que ça a poussé leurs équipes à faire le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Alors, ça crée des cassures, ça crée des difficultés, ça crée des chocs culturels un peu, mais leurs résultats parlent pour eux, quoi. Et voilà. Et après, ils ont bénéficié aussi d'une situation de marché où ils ont pas eu beaucoup de compétition. Moi, je me rappelle, on a râlé sur le produit Conto pendant des années parce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas et qui nous paraissaient aberrants. Et en fait, rien. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ouais, Je c'est suis exceptionnel. je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, Steve et Alex ont investi dans Finari et ils ont développé, enfin, c'est surtout Steve qui a développé une méthode qui s'appelle le Contoway. Et ça, c'est une très bonne ressource si vous cherchez sur Google Contoway, s'inspirer du toyotisme. Et donc, c'est l'idée de faire ce qu'on appelle du lean. Donc, vraiment optimiser la chaîne de production. Et donc, Conto fait en fait, le créer du produit chez les Conto, c'est comme dans une usine Toyota. Alors, évidemment, un peu changé. Et ils ont une culture qui est vraiment très, très forte autour de ça. Et c'est, comme l'a dit Jean, par contre, ça passe ou ça casse, mais ça produit des résultats exceptionnels. Aujourd'hui, Conto, ça reste quand même, à mon sens, peut-être la C'est une plus… référence. Ouais, en C'est une termes de… référence. Moi, Steve, c'est la personne qui m'a le plus impressionné parmi tous les entrepreneurs que j'ai
j'ai rencontré. Donc, c'est vraiment intéressant. Il a publié plein d'articles. Il y a lui et son équipe d'ailleurs. Donc, à voir sur le blog de Conto. Hyper intéressant si vous voulez voir comment fonctionne. La plus belle, je ne sais pas si c'est la plus grosse licorne, c'est peut-être la deuxième derrière Doctolib, mais c'est en tout cas une des plus belles boîtes françaises. Et surtout, c'est une boîte qui est au tout début de son aventure. Ils peuvent encore aller hyper loin. Super. Écoute, Jean, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Avant de te laisser, on va faire quelque chose de nouveau, puisqu'on va déjà vous annoncer le prochain Finari Talk. On va pas parler d'investissement en soi, mais on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé, qui est l'investissement dans les montres. Donc, c'est vraiment une industrie hyper niche. Mais si le sujet vous intéresse, en fait, on a la chance, dans un mois, de recevoir le plus grand expert français des montres, qui s'appelle Romain Réa. Romain Réa, c'est vraiment c'est un spécialiste qui est génial, qui travaille pour les plus grandes maisons d'enchères et qui va donc, pendant 1 heure, nous emmener dans un monde qui est hyper différent, qui est assez inaccessible, il faut bien le dire, mais il a vraiment un don pour démocratiser ça et pour rendre ça accessible, donc ça va être génial. Donc on va vous mettre le lien dans le chat, vous pouvez déjà vous inscrire. Ça va être vraiment cool. Rendez-vous dans un mois. Écoute Jean, merci beaucoup. On a largement dépassé, c'était vraiment hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce que tu peux nous partager quelque chose, nous donner un dernier conseil pour la route? C'est quoi le dernier conseil pour le... Ah si, ça j'aime beaucoup le donner celui-là. C'est que tant que vous êtes en bonne santé et vos proches aussi, il n'y a rien de grave. Trop bien, relax. Voilà. Exactement. Et c'est important, il faut la pression, c'est nous qui nous la mettons tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, on espère que tout le monde pourra, avec Wave.ai, progresser sur ça et j'espère. et leur ramener plein de clients. Merci beaucoup, Jean. C'était trop cool. Ah oui, d'ailleurs, attends, avant que je termine. Ouais. Question que j'avais moi. Est-ce que tu as appris des choses de Xavier Niel que tu veux partager? Qu'est-ce que j'ai appris de Xavier? En fait, il y a un truc, c'est que tu t'arrêtes jamais de courir. Tu vois, une fois que tu as commencé à courir, tu n'arrêtes jamais de courir. Donc ça, c'est très impressionnant chez lui. À chaque fois, je me dis, ah, mais quand est-ce qu'il va être lassé de tel ou tel sujet? Et en fait, il est tout le temps excité partout, quoi. Et c'est fascinant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris de marrant sur lui? Je sais pas, rien de spécial. C'est juste que c'est quelqu'un que moi j'adore, que je trouve très authentique et qui probablement, et tu sais, de temps en temps, il y a des gens qui, qui se disent que Xavier, c'est peut-être un style qui se donne, ce côté hyper approchable et tout. Ouais. Et en réalité, pas du tout. Il est juste comme ça, quoi. Et ça, pour moi, c'est un exemple. C'est l'exemple que j'essaie de suivre. Il faut que je sois au moins aussi approchable que Xavier, quels que soient les individus avec lesquels on interagit. Et c'est un exemple d'humilité exceptionnel. C'est clair, c'est clair. Trop bien. Génial. Merci beaucoup, Jean. Vous pouvez Merci remercier Mounir. dans le chat. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que vous avez appris des choses. Jean vous a mis son mail. D'ailleurs, si vous avez des questions et que vous voulez rendre le challenge Linbox 0 très difficile en fin de semaine, n'hésitez pas à lui poser des questions. Je suis là. Faut pas hésiter. Parfait. Jean, merci. Je te souhaite un très bon retour en France. Profite bien des US et je te dis à très bientôt. Merci à tous. À très vite. Merci tout le monde. Bye bye. Bye.